Donc, en effet, je suis donc non seulement professeur et chargé de mission pour la démarche qualité à l'Université Bordeaux 1, mais je suis aussi chercheur au laboratoire IMS. Alors, c'est vrai que l'objectif ici n'est pas de regarder qu'est-ce qu'on a fait au niveau d'IMS, même si certaines choses ont été faites depuis notre fusion, depuis 2007, qui pourraient un peu rejoindre ce qui a déjà été dit, mais c'est plutôt de regarder un petit peu comment on peut définir. Donc, c'est un peu plus générique, un peu plus général comme présentation que les trois précédentes, mais c'est un peu de regarder quels sont les principes généraux pour définir des indicateurs de performance en recherche. Alors, je reviendrai un petit peu au début sur pourquoi on a besoin d'indicateurs, quels sont les problèmes qui se posent souvent quand on veut identifier des indicateurs, parce que des indicateurs, on en a tous, un petit peu les figures imposées, qu'est-ce que nous imposent éventuellement nos instances, et on verra quand même qu'on a une certaine liberté pour faire remonter les indicateurs, l'intérêt de la démarche qualité pour définir ces indicateurs-là, et puis les principes de la méthode que nous, on utilise généralement quand on veut définir des indicateurs. Et puis quelques propositions donc pour des indicateurs en recherche et une conclusion rapide. Donc je vais essayer de ne pas dépasser trop mon temps de parole. Donc d'abord, pourquoi les indicateurs? C'est vrai qu'on dit souvent les indicateurs, ça sert à voir, c'est-à-dire à rendre visible ce qui ne l'est pas, ça sert un petit peu, c'est vrai quand on arrive dans un labo, on ne sait pas comment fonctionne le labo, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas très bien. Bon, déjà ça sert donc à voir. Mais ça sert surtout à décider. C'est-à-dire que si on a des indicateurs, c'est pour décider. Si on regarde le tableau de bord, c'est pas qu'on est le passager de la voiture, parce que là, on n'a plus d'action possible. D'accord? C'est-à-dire que si on a l'indicateur, c'est parce qu'on sait qu'on peut accélérer ou freiner. D'accord? Ou du moins, c'est qu'on veut rester dans certaines plages de performance. Donc d'abord, c'est pour décider, ça c'est important. Ensuite, c'est pour évoluer. On dit souvent qu'il faut évaluer pour évoluer, c'est-à-dire que si on n'a pas de perspective d'évolution, eh bien, ça ne sert à rien de regarder où est-ce qu'on est. D'accord? Donc pour évoluer, c'est important. Et ensuite, pour évaluer les résultats des actions entreprises, c'est-à-dire que ça doit servir à regarder qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, est-ce qu'on a été bon, est-ce qu'on n'a pas été bon dans nos décisions, et puis est-ce que on y reviendra, les moyens d'action que l'on s'est donnés sont efficaces ou pas. Donc décider, évoluer et évaluer les actions entreprises, c'est quand même trois choses très importantes. Alors, par contre, souvent, dans toutes les unités, dans tous les systèmes, on a souvent trop d'indicateurs qu'on ne maîtrise pas. Alors si on regarde qu'est-ce qu'on peut identifier en recherche, là j'en ai mis certains qui sont bien sûr une liste pas du tout exhaustive, mais qui sont des indicateurs que certains peuvent reconnaître, d'accord, comme étant des indicateurs clés, soi-disant des unités, d'accord, sauf que au milieu de ça, on se dit, ben maintenant qu'on a tous ces indicateurs-là, eh bien, comment on pilote et comment on peut agir, et est-ce qu'il n'y a pas des antagonismes entre celui qui est à gauche et celui qui est à droite, et est-ce qu'il ne faudrait pas se fixer des priorités dans ces indicateurs-là. Donc c'est vrai que des indicateurs, bien sûr, on peut en définir plus que de raisons. Ensuite, le deuxième problème, c'est qu'on a souvent différents niveaux d'agrégation dans ces indicateurs. On peut avoir des indicateurs au niveau d'un chercheur, on peut avoir des indicateurs au niveau des unités de recherche, des indicateurs au niveau établissement, des indicateurs au niveau presse, par exemple, avec donc au début une performance très locale. Chaque chercheur va essayer d'améliorer ses propres indicateurs, et puis à la fin, eh bien, une performance globale au niveau d'un presse pour regarder eh bien, comment toutes les actions qui ont été entreprises au niveau de tous les chercheurs eh bien, contribuent par agrégation à améliorer la performance globale de l'entité que l'on veut piloter. Donc cette agrégation, elle n'est pas triviale. Parce que bien sûr, eh bien, chaque chercheur pourrait dire, mais moi, si on a un ensemble de chercheurs qui sont excellents, fatalement, au niveau du presse, tout va être merveilleux. En fait, il y a beaucoup de performances qui sont liées aux interactions entre les éléments du système, et ça, il faut arriver à maîtriser ces interactions-là. Ensuite, en termes d'indicateurs, on peut aussi définir différents types d'indicateurs. D'abord, le plus trivial, c'est les indicateurs de résultats, pour regarder où est-ce qu'on est. D'accord, c'est le sportif actuellement, eh bien, il fait 10 secondes au 100 mètres, ou c'est l'unité qui a, par exemple, 78% de publiants parmi ses enseignants-chercheurs ou ses chercheurs. Donc là, c'est un résultat, d'accord, c'est très simple, on comprend à peu près ce que ça veut dire. Le deuxième type d'indicateur, à mon avis, qui semble encore plus intéressant, ce sont les indicateurs de progrès. Et notamment dans la démarche qualité, ils sont très intéressants pour regarder bien comment on a progressé par rapport à l'objectif qui était visé. Par exemple, eh bien, on était à 78%, on a augmenté de 20% le nombre de chercheurs publiants. D'accord? C'est déjà un indicateur différent que de dire on est à 78%. Si on est à 78% pendant 10 ans, eh bien c'est pas pareil que de dire on était à 50% et puis sur les deux derniers quadriennaux, eh bien on a augmenté de 30%. D'accord? Donc indicateur de résultat, indicateur de progrès, qui sont les deux utiles, mais souvent mal définis. Ensuite, c'est le fait de dire on ne doit pas avoir que des indicateurs très opérationnels ou très stratégiques. C'est-à-dire on doit avoir des indicateurs stratégiques qui nous disent voilà, si on a atteint nos grands buts,
mais aussi des indicateurs tactiques qui portent sur les moyens qu'on a mis en œuvre pour atteindre ces buts, et des indicateurs très opérationnels qu'on peut mesurer à la semaine, à la journée, pour éventuellement regarder comment on évolue rapidement, quelle est notre dynamique d'évolution assez rapide. D'accord ? Pour voir toujours si les décisions que l'on prend, qui peuvent être donc des décisions à long terme et des décisions à très court terme, ont un effet immédiat sur le système. Alors souvent, malheureusement, l'indicateur, on le subit. D'accord ? Et on a du mal à l'anticiper. Et donc, par exemple, pour tous ceux qui ont subi la vague de l'AERS, la vague A, actuellement, on est allé tous chercher nos indicateurs dans les bases de données. On a essayé de les consolider comme on pouvait, etc. Parce que, souvent, malheureusement, on ne les anticipe pas. Et comme ça vient d'être dit tout à l'heure, souvent, la démarche qualité dit, les indicateurs, ils doivent être définis en amont. D'accord ? C'est pas après qu'on doit regarder qu'est-ce qu'on va mesurer, c'est au départ qu'on dit voilà ce que je veux mesurer, et donc on va essayer d'y mettre les moyens pour arriver à s'améliorer. Donc essayez de ne pas subir. Ensuite, a-t-on tous des indicateurs, mais on a tous des indicateurs, mais est-ce qu'on les pilote vraiment ? D'accord ? C'est-à-dire, est-ce qu'on nous demande de mesurer des choses, mais est-ce qu'on a vraiment les moyens, est-ce qu'on nous donne vraiment les moyens pour évoluer vers une performance ? D'accord ? Et ça, c'est à notre avis, alors c'est vrai que nous, de base, on va dire, on est plutôt de culture automaticienne, c'est-à-dire quand on a un système et qu'on regarde où est-ce qu'il est, on a tendance aussi à s'intéresser sur comment on va le faire évoluer. Donc, est-ce qu'on a tous les moyens, est-ce qu'on peut tous piloter nos indicateurs ? D'accord ? Et donc, il y a une double problématique qui se pose en général pour les indicateurs, qui sont quels indicateurs définir, et puis comment les mettre à jour au moment du besoin. Parce qu'on peut définir des très bons indicateurs, mais souvent on voit ça aussi, alors il n'y a pas que dans l'enseignement supérieur et dans la recherche. Pour l'avoir souvent pratiqué dans l'industrie, on voit des beaux indicateurs quand on va dans l'atelier, et puis on regarde, et bien malheureusement, les courbes, elles datent d'il y a 3-4 mois, d'accord, parce que les gens ont quand même du mal à les mettre à jour. Donc mettre à jour des indicateurs au moment du besoin, ça veut dire un système d'information adapté avec des outils qu'on appelle de business intelligence ou des outils décisionnels qui sont appropriés, des entrepôts de données, etc. Alors, j'ai voulu faire un petit topo quand même sur qu'est-ce qui existe, les indicateurs existants. Moi, j'ai mis les figures imposées, c'est parce que figure aussi en anglais, ça rappelle que ce sont les chiffres. D'accord ? Dans les figures imposées, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, il y a les ESG dont on a parlé tout à l'heure, mais les ESG sont plutôt orientés enseignement que recherche quand même. Donc, ils définissent quasiment aucun indicateur en termes de recherche. Les indicateurs de l'AERS, il y a un document qui a été produit par l'AERS sur des indicateurs dans le domaine de la recherche en particulier. Les indicateurs de la LOLF, dans le programme 150 par exemple, qui préconisent certains indicateurs. D'accord ? Bon, et puis après, il y a toutes les figures libres. Les figures libres, ce sont tous les indicateurs que les établissements, les unités de recherche et chercheurs se fixent eux-mêmes, d'accord, pour regarder est-ce qu'ils sont bons ou pas bons, d'accord. Et si on prend tous les rapports d'auto-évaluation des 4 établissements du PRES, par exemple, on va peut-être pas trouver les mêmes indicateurs des 7 établissements du PRES, on va peut-être pas trouver les mêmes indicateurs dans tous les établissements, d'accord. Donc, par exemple, alors j'ai mis des exemples sur les indicateurs de l'AERS. Alors, par exemple, le taux d'enseignants-chercheurs d'établissements bénéficiant de décharges d'enseignement au titre des activités de recherche relativement au nombre d'enseignants-chercheurs, plus de chercheurs d'établissements. Donc, déjà, il faut arriver un petit peu à assimiler l'indicateur avant de pouvoir le renseigner. D'accord ? Ou, celui il est un peu plus facile, la part du budget mutualisé par l'établissement est affectée à ses projets de recherche. D'accord ? Mais vous allez voir qu'il y en a qui sont encore plus compliqués. D'accord ? Pas plus facile à mesurer, mais peut-être plus facile à comprendre, on va dire. D'accord ? Alors, il y en a certains encore qui sont des indicateurs plus orientés vers la valorisation, par exemple le taux de recette par rapport issu de la propriété intellectuelle relativement au nombre d'enseignants-chercheurs et de chercheurs d'établissement. Ou des indicateurs reliés aux relations extérieures, la part des enseignants-chercheurs de l'établissement effectuant leurs recherches dans des laboratoires communs avec des établissements du PRES ou hors PRES, par exemple. D'accord ? Certains liés à la gouvernance, par exemple la part des enseignants-chercheurs dans la part totale des emplois de l'université, ou le caractère endogène ou exogène des recrutements des enseignants-chercheurs ou des chercheurs qui montrent l'attractivité de l'établissement. Donc on peut définir plein d'indicateurs comme ça fixés par l'AERS. Alors certains aussi qui sont fixés, je disais, par la LOLF. Alors la part mondiale des publications qui est un indicateur assez important pour un établissement, le nombre d'articles publiés par cet établissement rapporté au nombre d'articles publiés par l'ensemble des acteurs du monde dans le domaine de référence. Donc déjà, ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut exactement connaître le domaine de référence. Le deuxième est encore plus délicat puisque c'est l'indice d'impact relatif à 2 ans. Alors c'est quoi l'indice d'impact relatif à 2 ans ? Je vous le donne. C'est le rapport de la part mondiale de citations reçues pendant 2 ans par les publications de l'établissement et sa part mondiale de publication. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Je l'ai copié tel quel. Alors je vous le donne un peu plus détaillé.
c'est l'indice d'impact relatif à 2 ans et 2.1. Cela implique que la visibilité des publications de l'établissement dans une discipline est égale à celle obtenue en moyenne par l'ensemble des publications de la discipline au niveau mondial. D'accord ? Quand on est supérieur à 1, globalement, on est très visible. Quand on est inférieur à 1, on est moins visible. Voilà, on va résumer là-dessus. Mais vous voyez, ce n'est pas toujours très facile. D'accord ? Alors, des premières conclusions, c'est que souvent les indicateurs sont non définis avec les utilisateurs. On nous dit, ben voilà, aujourd'hui vous allez être mesuré comme ci et comme ça, d'accord ? C'est-à-dire que ça entraîne souvent un manque d'appropriation et donc de compréhension de l'indicateur. On nous a dit un jour, ben voilà, il faut mesurer votre taux d'impact, d'accord ? Mais sauf quand vous regardez sur Internet le taux d'impact d'un journal, par exemple, le facteur d'impact d'un journal, c'est pas toujours le même d'un site à l'autre, d'accord ? Donc ça veut dire que l'appropriation n'est pas toujours aisée. Ensuite, je dirais, trivialement, il y a des trous dans la raquette. Qu'est-ce que ça veut dire, il y a des trous dans la raquette? Ça veut dire que des fois, il y a certains processus liés à la recherche qui sont peut-être non couverts, voire des niveaux de décision qui sont non couverts. D'accord? Et puis peut-être certains processus qui le sont trop, sur lesquels on se focalise trop. Est-ce que c'est bénéfique ou pas? Alors l'intérêt de la démarche qualité dans tout cela, c'est d'abord, si on veut identifier des indicateurs communs dans un organisme, c'est harmoniser les pratiques. Harmoniser les pratiques des chercheurs, harmoniser les pratiques des unités de recherche, harmoniser les pratiques des établissements. Ensuite, ça veut dire quoi harmoniser les pratiques? Ça veut dire définir des processus de fonctionnement et aussi, et j'insiste, de pilotage de référence. Et c'est vrai que les processus de pilotage, on n'en parle pas souvent, mais c'est comment sont prises les décisions pour arriver à piloter nos processus. Et ensuite, une fois qu'on sait exactement ce que l'on fait, d'accord, ce qu'on pilote et comment on le pilote, eh bien, c'est harmoniser les indicateurs et surtout les modes de calcul. Parce que même si on a les mêmes indicateurs dans une entité ou dans une autre, eh bien, ils ne se mesurent pas peut-être de la même manière. Et donc, ça veut dire que quand on va les agréger, l'agrégation ne voudra rien dire du tout. Et puis, ça permet de faciliter la remontée régulière et fiable des indicateurs. Parce qu'elle peut être régulière mais pas fiable. C'est-à-dire que les données, on dit souvent qu'un indicateur, il doit être smart, c'est-à-dire simple, mesurable, réaliste, accessible au moment du besoin, temporel, il peut disparaître, on peut en créer d'autres, etc. Et ça permet donc d'avoir des données fiables et d'avoir des remontées régulières, pas obligatoirement quand on fait les rapports pour l'AERS, mais au moment où on veut prendre une décision, et bien là, on appuie. Alors je ne dis pas qu'on doit arriver à des systèmes presse-bouton où on appuie, hop, on a tout le tableau de bord, c'est merveilleux, etc. Mais au moins, autant que faire se peut, d'avoir des données qui remontent sans trop d'efforts. Donc ça, c'est plutôt l'objectif de la démarche. Alors les principes de la méthode qu'on préconise souvent, c'est de dire, certes, il faut modéliser, ou du moins dans tout système, on a des processus qui permettent, alors on ne parle pas notamment dans les organismes d'enseignement supérieur de clients, les gens n'aiment pas trop qu'on parle de clients, on parle de bénéficiaires, moi ça ne me choque pas qu'on parle de clients, mais on peut parler de bénéficiaires. Donc ce sont des processus qui peuvent aller donc des bénéficiaires aux bénéficiaires. Mais si on identifie les processus, il faut identifier le système de décision et le système d'information. D'accord? Alors, on l'a un peu dit, pourquoi réaliser des processus? Eh bien, d'abord, il faut regarder qu'est-ce qu'on pilote. Donc, il faut regarder les macro-processus, les liens entre eux, avoir des processus plus ou moins détaillés suivant la granularité à laquelle on veut piloter. Et puis après, réaliser des modèles de gouvernance pour montrer donc comment on va les piloter, comment se coordonnent les décisions, parce qu'après tout, un système de décision, c'est un peu comme un orchestre. Quelqu'un peut très bien prendre ses décisions, mais quelqu'un peut très bien jouer aussi d'un instrument dans un orchestre, mais si les décisions sont mal synchronisées ou si les partitions sont mal synchronisées dans l'orchestre, à la fin, la symphonie, elle n'est pas très jolie. D'accord ? Donc, avoir un modèle de gouvernance, ça permet de regarder donc quelles décisions se synchronisent ou se coordonnent avec quelle autre décision. Et puis surtout, quels objectifs, on va y revenir, quels moyens et donc après quels indicateurs. Alors on peut démarrer en effet, alors nous on ne fait pas de logigramme, mais on démarre avec des modèles, des diagrammes par activité, d'accord, qui peuvent être similaires à ce qui se fait en logigramme, d'accord. Donc qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort de chaque boîte, et puis comment les boîtes sont reliées entre elles. Et puis une fois qu'on a modélisé les processus, eh bien on va regarder à ce moment-là quelles sont les décisions qui vont permettre de piloter ces processus, et pour chaque décision, quels sont les objectifs qu'on se fixe, qu'est-ce que je veux atteindre en termes de performance. Et surtout, avant de définir les indicateurs, sur quoi je peux agir. C'est-à-dire quelles sont mes variables de décision, comment je peux piloter mon système, avant de dire, ben voilà, maintenant je sais sur quoi je peux agir, où est-ce que je veux aller, je vais définir qu'est-ce que je vais mesurer. Mais c'est le principe de contrôlabilité qu'on utilise souvent en automatique, d'accord? C'est, eh bien, si j'ai pas le contrôle, je ne fais pas d'indicateur. Alors,
on a dit harmonisation des pratiques, donc c'est définir des processus communs au niveau des établissements, des unités de recherche, d'accord? Et donc là, bien sûr, il faut définir sur quoi on veut converger et qu'est-ce qu'on est prêt à modifier dans nos pratiques pour arriver à avoir une harmonisation plus ou moins importante des pratiques. Alors par exemple, à l'université Bordeaux 1, eh bien, on a défini des grands macro-processus au niveau de l'université, par exemple le processus des formations doctorales, donc recruter, suivre, insérer le doctorant et valoriser son travail, les unités de recherche, créer des unités de recherche, faire de la recherche, y compris à l'international et suivre les unités de recherche, les chercheurs et enseignants-chercheurs, donc recruter, suivre et valoriser le travail des enseignants-chercheurs, et puis les projets de site, donc structurer et gouverner les projets de site. Et après, eh bien, chaque macro-processus doit être détaillé. Alors là, je vous ai mis les indicateurs, par exemple, que je vous ai présentés tout à l'heure, à quel macro-processus ils peuvent être liés. Voilà. Et ensuite, chaque activité, eh bien, il faut la détailler. Dire par exemple, eh bien, les formations doctorales, eh bien, c'est de la prospection de financement, donc prospection des doctorants, chercher des financements, recruter les doctorants, inscrire le doctorant, suivre, former à la recherche, inscrire le manuscrit, écrire le manuscrit, passer la thèse, et puis valoriser l'insertion professionnelle, valoriser par des publis, des brevets et des projets. Et donc une fois qu'on a, on va dire, des processus de référence, eh bien, je me suis un petit peu amusé à dire, pour telle activité du processus, on doit définir quelles décisions on peut prendre pour piloter ce processus, quels sont les objectifs qu'on peut se fixer par rapport à cette décision, quels sont les moyens sur lesquels on peut agir pour atteindre cet objectif, et enfin, on pourra définir quels sont les indicateurs que l'on veut mesurer pour regarder si on a bien travaillé ou pas bien travaillé. D'accord ? Donc par exemple, pour l'activité, je ne sais pas, sélectionner, recruter des doctorants, on peut avoir des plans d'affectation des allocations récurrentes. Ça nous permet de recruter les meilleurs étudiants, ça doit être notre objectif. Favoriser les axes stratégiques de recherche dans le laboratoire, dans les équipes. Nos moyens, c'est la sélection d'un étudiant par rapport à un autre. Et ensuite, on peut regarder nos indicateurs comme la moyenne générale en master, le pourcentage d'étudiants étrangers recrutés, ayant ou non un master français, etc. D'accord ? Donc on peut définir ces indicateurs, mais une fois qu'on a défini ces indicateurs, on sait quand même qu'on peut agir dessus et à quelle occasion, de quelle décision. Bon, ça j'ai détaillé un petit peu toutes les activités de ce processus-là. On peut faire la même chose sur les unités de recherche, par exemple, dire, voilà, l'unité de recherche, c'est d'abord une création d'une unité, l'élaboration d'un projet de recherche, la production de connaissances nouvelles, la valorisation de résultats, à l'écrit ou à l'oral, la valorisation en termes de contrat de recherche, contrat de transfert, et puis l'élaboration d'un bilan régulier de recherche accompagné d'une auto-évaluation. Ce sont les grandes activités, par exemple, qu'on peut avoir dans une unité de recherche. Et donc, pour chacune des grandes activités, à nouveau, on peut définir les décisions, les objectifs, les moyens et les indicateurs que l'on peut se fixer. Mais bien sûr, ces indicateurs ne seront les mêmes que si on s'est entendu à nouveau sur ces processus communs. Donc, je pourrais détailler chacun des indicateurs. L'idée, c'est pas de faire un inventaire à la Prévert, comme je disais, de tous les indicateurs. C'est de montrer un petit peu une démarche, on va dire, d'identification des indicateurs, sachant qu'après, derrière, il y a toute la phase d'implantation qui n'est pas triviale non plus, puisqu'après, il faut aller faire remonter les données. Donc, comme je l'ai dit, mettre en place des systèmes d'information assez performants pour l'avoir au moment du besoin. Donc en conclusion, je ferai deux diapos de conclusion, simplement pour dire que la mise en place de la démarche qualité au niveau des indicateurs doit permettre plusieurs choses. D'abord, une bonne consolidation, une bonne agrégation des indicateurs aux différents niveaux. Donc du chercheur, on va dire, à l'Université de Bordeaux, si je m'arrête au niveau Université de Bordeaux. Mais après, bien sûr, l'idée de la LOLF, par exemple, c'est d'avoir des indicateurs communs entre les différents presses, par exemple, et puis après, pouvoir les consolider au niveau français, par exemple. D'accord ? Une remontée facile et fiable des indicateurs. J'en ai un petit peu parlé, ce qui n'est possible que si les processus et les décisions sont un minimum harmonisés. Et puis on ne doit mesurer que ce sur quoi on peut effectivement agir. D'accord ? Il ne faut pas penser qu'on va identifier les indicateurs parce que ça rassure de mesurer plein de choses. En fait, limitons-nous, parce que c'est consommateur de temps, consommateur d'argent, limitons-nous à ceux que l'on peut piloter. Et donc, si on veut définir des indicateurs, il faut plutôt avoir une approche descendante, en commençant par le haut, puis en descendant au niveau donc, des établissements, unités de recherche, chercheurs, et en se disant, bien, qu'est-ce qu'on veut piloter? Donc, comment on peut commencer à dire, ben voilà ce que je veux comme grand indicateur au niveau du presse, comment ça peut se décliner au niveau des établissements, etc. Voilà. C'est un peu la conclusion de cette présentation. J'ai essayé de ne pas être trop long. Voilà. Ce qui me frappe, parce que Vincent le disait tout à l'heure en prélude, c'est finalement ce qu'a fait
un peu bouger nos lignes au départ avec le classement de Shanghai. Mais bouger notre réflexion. Mais quand on regarde le dernier classement de Shanghai, finalement, rien n'a bougé. Pratiquement à des epsilonesques, on va pas s'amuser, en particulier par regarder sur les classements des universités bordelaises. Laissons ça de côté. Non, mais quasiment rien n'a changé. Pourquoi? À mon avis, très fondamentalement pour ce que vous avez dit à la fin. C'est-à-dire, on mesure des éléments, des indicateurs sur lesquels on ne pèse pas. Alors évidemment, si Shanghai avait dit conclusion, on fusionne les universités d'un site, on aurait changé. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'endroits où ça a encore beaucoup bougé de ce côté-là. Je gratte peut-être où ça fait mal, mais bon, enfin, c'est pas grave. Hein. Et puis de l'autre côté, dans la réalité, vous faites venir facilement, vous créez un prix Nobel ex abrupto, etc. Donc en fait, finalement, ce que je ressens, c'est que des indicateurs peuvent énormément bouleverser la perception, le sentiment, mais n'ont parfois pas vraiment de conséquences significatives pour notre dispositif. Quelque chose qui a changé, peut-être pas suffisamment, mais c'est l'adoption de la règle de la signature unique des publications qu'on doit mettre davantage en application, qui doit être plus efficiente. Mais ça, c'est un changement quand même très important d'adopter le principe d'une plus grande visibilité de notre production au niveau de l'ensemble de l'université. Bon, Bordeaux l'a fait, Grenoble également, et d'autres presses. Alors, c'est pas que je sois d'une confiance angélique dans ce type de mesures, mais je suis quand même de ce point de vue-là relativement optimiste quant à la prise de conscience de la nécessité pour les universitaires d'un site français donné de ne plus travailler uniquement à l'échelle de leur établissement, mais de voir en termes d'universités de Bordeaux, de Lyon, de Grenoble, de Lille, etc. Donc ça, d'abord c'est un changement. Ensuite, pour le secteur que je connais, bien sûr le mieux, les SHS, il y a un grand changement qui s'est opéré. C'est-à-dire toute cette interrogation sur la visibilité, la mesure de la performance, etc., n'existait quasiment pas en France, sauf dans certains secteurs un peu plus dans des disciplines comme l'économie, par exemple, depuis des années. Mais autrement, on raisonnait à l'échelle française des établissements, du laboratoire, un point c'est tout. Maintenant, il y a beaucoup de réflexions, travaux, interrogations sur la mesure de l'activité scientifique, ses risques, il y a beaucoup de dénonciations aussi d'une managérialisation de la recherche, etc., qui se développe. Et j'en veux pour preuve le travail qui se fait au niveau de l'OST maintenant. Vous savez sans doute que l'OST ne tenait absolument pas compte des travaux réalisés dans les SHS parce qu'ils étaient très difficilement mesurables, parce que très peu de publications dans les revues anglo-saxonnes, notamment dans certaines disciplines, etc. Maintenant, il y a depuis à peu près un an, un certain nombre de collègues, y compris bordelais, qui vont régulièrement à l'OST, travailler pour l'élaboration d'une mesure plus précise et performante de la production scientifique. Donc je crois qu'il y a... Moi, je serais plus optimiste que vous, Francis. Je pense qu'il y a une prise de conscience pas suffisamment importante peut-être chez tous quand même du changement lié à l'internationalisation, la globalisation et la nécessité pour les labos et établissements français d'attirer davantage de collègues étrangers s'ils font la preuve que ils sont performants. Alors bon, le Presse de Bordeaux, depuis au moins l'élaboration de l'opération Campus, on s'est cassé la tête pour essayer de mesurer ce qu'est la performance, les pôles d'excellence, etc. Et on continuera bien sûr dans cette voie-là. Donc ça change, et pas uniquement au niveau de la direction du Presse, mais je crois à tous les niveaux de l'université. Oui, mais je crois que la question aussi se pose pas forcément de la même façon en fonction de l'échelle à laquelle on regarde. Si on repense à l'exposé précédent, là, plusieurs fois, Henri et Jean-Michel ont posé la question: quels indicateurs pour le pilotage de mon laboratoire? À ce moment-là, je pense que le raisonnement, la démarche qui est indiquée ici sur quel processus de décision peut être décliné tout à fait au niveau du laboratoire, sans qu'on tombe sur des questions de consolidation à un niveau international ou national, ou même celui du Presse. Et Jean-Michel? Oui, enfin, ce qui est intéressant là sur ce qui s'est passé ce matin, c'est qu'on a vu plusieurs approches avec des approches très pragmatiques où on arrive avec des outils pour résoudre certains problèmes. Là, on arrive à une méthodologie pour définir des indicateurs, ce qui est intéressant aussi, qui est parfaitement complémentaire. Mais je pense que
pour réconcilier peut-être ce qui vient d'être dit, c'est que c'est pas les indicateurs qui font avancer les choses, c'est les personnes. Tout ça, c'est des outils. Et c'est la manière de s'en servir. C'est-à-dire que on a beau mettre en place une pléthore d'indicateurs, si on se contente de les regarder une fois tous les 4 ans quand la RS arrive, ça sert à rien. Il faut peut-être pas les regarder tous les jours parce qu'on n'y comprend plus rien. Il y a des fréquences où on les regarde, des décisions à prendre, et il faut du courage pour prendre les décisions si on veut aller à l'endroit où on veut aller. Une fois qu'on a défini là où on veut aller, il faut regarder où on est, et puis il faut prendre les mesures nécessaires, et on espère suffisantes, pour aller là où on va. Mais tout ça, c'est de l'outil décisionnel pour piloter, c'est ce que vous dites tous, enfin, tous des formes différentes, mais pour piloter des espèces de monstres structurels, là, qu'il faut bien emmener quelque part, et si possible, là où on veut les emmener. Enfin, monstre, c'est pas méchant, c'est pour dire que c'est important. Juste revenir à ce qui s'est dit précédemment, je n'entrerai pas dans le débat politique parce que c'est pas le but, mais ce qu'on peut peut-être reprocher quand même aux instances dirigeantes de la recherche, c'est de nous balancer des indicateurs sur lesquels on n'a aucun poids et qui nous arrivent, en 3 semaines, il faut répondre à une enquête pour X ou Y, et on l'a vu tout à l'heure, hein, je pense que Yves nous a présenté des morceaux de texte où on se pose la question de dire mais qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là, quoi, à quoi ça correspond ce truc-là. Et je prendrais bien l'image en fait j'aime bien l'image du tableau de bord, moi, quand je dois réagir là-dessus. Plus la machine va vite, plus on a besoin d'un tableau de bord performant, hein. Si on prend l'image, un petit scooter, on a un petit indicateur de vitesse et d'essence, ça va bien. Une Ferrari, on commence à avoir deux trois indicateurs de plus, et puis un avion, on a un tableau de bord qui est immense. On est un petit peu pareil dans nos unités de recherche quand on doit piloter un laboratoire. Si on a une petite équipe de 4-5 personnes, quelques indicateurs suffisent. Quand on commence à avoir des monstres comme nos laboratoires, il faut mettre en place des indicateurs qui sont forcément liés au système d'information. J'ai bien aimé le schéma. Et là, ça devient très très compliqué. Et effectivement, anticiper sur qu'est-ce qu'on va nous demander dans 4 ans, là, ça devient très très difficile pour nous, quoi. Trois remarques plus que des questions. La première, on voit bien que dans le domaine de la recherche publique, une grande difficulté, c'est de savoir qui est le client. Contrairement à, on l'a bien vu avec Rhodia, quoi, c'est frappant. Deuxième remarque, tout ça pose aussi le problème de la sécurité, la confidentialité de l'information, parce qu'à partir du moment où on l'agrège comme on le fait, il faut quand même penser un peu, on a parlé de hackers à l'instant, mais enfin, c'est quand même... Et troisième remarque, vous avez tous dit que c'est quand même une énergie importante qu'il faut consacrer. On sait bien que derrière, moi je l'ai vécu dans une autre expérience, il y a des retours en pilotage notamment, mais n'empêche que mesurer le TRI, le taux de retour sur investissement d'une démarche comme ça, c'est pas évident. Donc est-ce qu'on a aussi, alors c'est un peu une question, est-ce qu'on a des indicateurs sur la performance de la démarche elle-même, et sur sa rentabilité? Alors bien sûr, c'est sûr que si on définit des indicateurs sur la démarche qualité, c'est pour piloter la démarche qualité. Alors là, c'est vrai qu'on sort un petit peu, du thème, mais c'est des indicateurs, par contre, qu'on mesure nous souvent dans les projets européens. Par exemple, le taux de service, le nombre de livrables qu'on a rendu à temps, des choses comme ça, qui nous permettent de regarder si on a bien mis en place une démarche qualité dans le projet, mais qui ne sont pas, on va dire, liés directement à la qualité, donc du contenu du livrable, quoi. Ça, c'est sûr. Donc, deux choses, en effet, les indicateurs, soit pour regarder comment on pilote la partie recherche, soit comment on pilote la partie qualité dans la recherche. Après, en effet, on peut avoir des indicateurs transversaux. Oui.